RFM Midi. RFM Midi. Il est 12h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au grand journal de la radio Futur Média. Souleymane Niang. Au sommaire, le tollé suscité par le rapport d'un groupe de chercheurs sur le Magal de Touba dans un contexte de Covid-19. Dans ce journal, la réaction de Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma et les précisions du groupe d'experts. Procès SOS Littoral contre Abindour, le tribunal des référés de Dakar déboute l'association et juge son action contre l'artiste irrecevable. Également à la une, la lutte des retraités de Dakar-Bamako ferroviaire pour le paiement de leurs indemnités de départ à la retraite. Ils font le pied de grue devant le siège de la société depuis 5 jours. Covid-19 au Sénégal, pas de décès dû au coronavirus ce dimanche et nette baisse du nombre de cas ces dernières heures. Les détails dans ce journal. Et puis ce lundi 31 août, c'est la journée de la médecine traditionnelle africaine. La médecine traditionnelle qui participe activement à la recherche d'un traitement au Covid-19. Les titres de l'actualité internationale. Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane Niang. En Côte d'Ivoire, clôture des dépôts des candidatures pour la présidentielle d'octobre prochain ce lundi. Délai de rigueur, minuit. Au Soudan, plus de 60 morts dans un nouveau massacre au Darfour. Une tuerie entre tribus nomades arabes et agriculteurs non arabes au sujet de l'occupation des terres. Le développement de tous ces titres aux alentours de 12h20. Le sommaire de l'actualité sportive. Malal Diagne Junior, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Lutte avec frappe, le combat Balla Gaye numéro 2 contre Gris Bordeaux en zone de turbulence après la sortie du tigre de face dans la presse ce matin. Le promoteur de cette affiche, Gaston Mbengue, crache du venin et avertit les détracteurs de l'arène. Football, transfert sur le marché international. Edouard Mendy à Chelsea, l'entraîneur de l'US Gorée approuve. Selon Sidat Sarr, c'est un bon choix pour l'international sénégalais. A tout à l'heure, Malal, pour le détail de toutes ces informations. Barthélémy Ngom présentera à Coronews l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Et puis, il y aura point de vue sur le départ annoncé et volontaire du docteur Alioune Sarr de la tête du comité national de gestion de la lutte. Avec cette question, quelle réforme pour cette structure et pour la lutte en général? Souleymane Niang. Le rapport produit par un groupe de chercheurs intitulé Magal dans un contexte de Covid-19 continue de faire grand bruit après que certains médias ont annoncé que l'étude concluait à l'organisation du Magal à la maison. Les auteurs du rapport s'en défendent et à Touba, les réactions se veulent claires. Le document ne lit pas le Khalif. Mohamed Ali Mouba. Première précision, le document qui a fuité dans la presse était exclusivement réservé au Khalif général des Mourides pour sa gouverne en vue du Magal dans un cadre de Covid-19. Deuxième précision, le comité a travaillé sur plusieurs scénarios et non sur un seul comme évoqué dans une certaine presse. Ces deux scénarios sont les suivants. Premier, le Magal à domicile, Magal chez soi, conforme selon le groupe de recherche au modèle de célébration d'événements précédents. En termes clairs, pas d'affluence au niveau de Touba. Deuxième option, Magal tel qu'on le connaît traditionnellement, Magal à Touba comme par le passé, mais avec respect strict des gestes barrières. La troisième et dernière précision, le comité scientifique dit n'avoir nullement pour vocation d'imposer une quelconque directive au Khalif général des Mourides. En tout état de cause, le document qui a fuité a fait grand bruit et du côté de la ville sainte, les avis sont partagés. Mais jusqu'aux dernières nouvelles, le ndigal du Khalif général est de préparer activement le Magal à Touba. Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma, le président du comité d'organisation du Grand Magal. Non, je n'ai pas d'avis par rapport à ce document que moi-même j'ai lu et qui a été également remis au Khalif général des Mourides. Et donc, je dis, nous, ce qui nous lie, c'est le ndigal du Khalif. Donc, le document est un avis, peut-être qu'il peut éclairer une prise de décision. C'est élaboré par des Mboko talibés que je connais très bien d'ailleurs et qui sont la plupart des amis. Mais nous, en tant qu'organisation, ce qui nous lie, c'est le ndigal du Khalif. Et on s'en tient à cela et on prépare le Magal. Toutes les commissions travaillent d'arrache-pied pour l'organisation du Magal pour ne pas être prise au dépourvu. Selon des informations que nous avons reçues, le rapport des chercheurs n'est pas une commande du Khalif général des Mourides, mais juste une contribution, une initiative des chercheurs en vue d'éclairer le Khalif général des Mourides. Il est 12h05. Je vous le disais dans les titres, l'association SOS Littoral a été déboutée dans l'affaire qui l'oppose à la chanteuse Abindour. Le tribunal
national des référés a déclaré irrecevable la procédure intentée par cette association. Toutefois, les plaignants comptent poursuivre la bataille judiciaire. Écoutons Maître Ousseynou Ngom, un des avocats de SOS Littoral avec El Hadj Ndiogou Diène. Le juge a rendu une décision d'irrecevabilité parce qu'il a estimé que le SOS Littoral est une association qui ne jouit pas de la capacité de déchéance. Par rapport au Pierre Bidja Atepa, je suppose que le juge lui a dénié son intérêt à agir. Donc, ce sont les deux raisons qui ont justifié la décision d'irrecevabilité. Maintenant, par rapport aux interventions volontaires, comme c'est des actions plutôt accessoires à l'action principale, l'action principale qui est déclarée irrecevable, les actions accessoires, notamment les interventions volontaires, suivent le sort de l'action principale. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je vais me concerter bien évidemment avec mes clients, il y en a plusieurs dans le cas d'espèce, pour voir la suite à donner. La loi nous permet de faire appel et la loi nous permet également de réguler la difficulté. Si tantôt cette difficulté elle est fondée en droit, retourner par le juge pour nous refuser notre action et revenir parce que nous avons la possibilité de revenir sur la face. Quant à la chanteuse Abindour, elle se réjouit de cette décision. Elle réitère n'avoir jamais occupé le littoral. Écoutons Abindour. Je rends grâce au bon Dieu. Et je remercie tous les Sénégalais de m'avoir écouté et d'avoir cru à ma sortie que j'ai faite la dernière fois. Donc, j'ai toujours eu confiance à la justice de mon pays. Donc, justice est rendue. J'ai dit Alhamdoulilah, personne n'a perdu, personne n'a gagné. C'est le Sénégal qui gagne parce qu'on est tous des Sénégalais. Et bon, voilà, je dis Alhamdoulilah. Je veux juste travailler, c'est-à-dire mon seul et unique problème, c'est-à-dire, je suis femme, je suis mère de famille et je veux juste travailler, qu'on me laisse en paix pour que je puisse travailler et pour que les Sénégalais puissent venir là-bas et avoir de l'emploi. C'est tout simplement ça. Encore une fois, je n'occupe pas le littoral parce que là, comme vous dites tout à l'heure, c'est SOS Littoral. SOS Littoral, si je comprends bien l'association et le mot littoral, c'est là où il y a les Terroubis ou bien les Radisson et tout ça. Moi, je ne suis pas là-bas. Moi, je suis dans le quartier de Fann Résidence. Donc, je ne comprends pas pourquoi SOS Littoral peut m'attaquer pour me faire sortir là où je suis depuis 10 ans. Donc, il y a des choses il y a que le bon Dieu qui peut juger nos actes et nos faits. Et alhamdulillah, comme verdict est fait, et je suis vraiment contente encore une fois et je rends grâce à Dieu. Je dis alhamdulillah. Pour rappel, SOS Littoral avait saisi la justice pour demander l'enlèvement des installations faites par la chanteuse Abindour sur le rond-point près de l'ambassade du Mali sur la corniche ouest. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Un mot sur les effectifs de la gendarmerie. Environ 11 000 éléments. Une révélation du colonel Pape Diouf, le porte-parole de la gendarmerie nationale, était l'invité des RFM Matin. Le colonel Pape Diouf qui rejette par ailleurs les accusations de torture sur des manifestants dans l'affaire Tobène qui oppose les populations de cette localité aux industries chimiques du Sénégal. Je vous propose de l'entendre. Les accusations sont dirigées a priori contre un officier qui n'est pas concerné par l'enquête, qui est certes le commandant de Légion, le directeur des opérations, mais qui n'est pas concerné par l'enquête. Mais en tout état de cause, le commandement a ordonné, comme il est de principe, l'ouverture d'une enquête administrative afin d'être éclairé sur l'implication des uns et des autres et de prendre, le cas échéant, les décisions qui s'imposent. Qu'en est-il de cet activiste qui dit qu'on a introduit de la drogue dans sa poche? Alors, pour moi, je ne peux pas présumer des résultats de l'enquête, mais ce dont je suis sûr, c'est que l'activiste en question, il a été arrêté pour participation à une manifestation interdite et incitation à participation à une manifestation interdite. Donc, à mon avis, vraiment, je serais étonné qu'il soit question de drogue et qu'il soit également question d'exercer des violences pour soutirer des informations parce qu'en fait, lui, il a été arrêté en flagrant délit. Donc, les faits sont constants. Donc, c'est complètement erroné que l'on parle de chanvre indien ou d'autres choses. Dans tous les cas, son avocat détient certainement une copie du procès verbal et si tel est le cas, il dira ou en tout cas
il pourra se pourvoir devant la justice pour signaler donc cette incongruité-là. Parce que là où il est question de participation à une manifestation interdite, je ne pense pas qu'on puisse parler de chanvre indien. Alors, les effectifs de la gendarmerie tournent à environ combien d'éléments 11 000. Évoquons à présent l'avenir des 10 000 agents de sécurité de proximité de la promotion 2014-2018. Et selon Biram Faye, qui donne des assurances, ils peuvent espérer de meilleures perspectives professionnelles. Leur engagement civique, qui a été prorogé de 2 ans, finit en décembre 2020. 2 comités de réflexion ont été mis en place sur cette question et des ateliers ont été tenus. Aminata Goudjabi. Le directeur général de l'Agence d'assistance à la sécurité de proximité a participé ce week-end à Fatick à une caravane de sensibilisation contre le coronavirus. Au terme de l'activité, Biram Faye a dit tout son optimisme en ce qui concerne les ASP de la promotion 2014-2018 dont l'engagement civique prend fin en décembre prochain après une prorogation de 2 ans. Il pourrait avoir de belles perspectives professionnelles car des réflexions sont en train d'être menées dans ce sens. Nous avons déjà mis en place 2 comités au niveau de l'agence et au niveau de la tutelle technique. Nous avons déjà organisé 2 ateliers auxquels tous les experts en emploi et en sécurité ont été conviés. Les travaux de toutes ces réflexions ont été remis aux autorités compétentes. Donc nous sommes optimistes par rapport à la pérennisation de l'institution et par rapport aux perspectives professionnelles meilleures pour ces jeunes qui ont tout fait pour la nation sans contrepartie financière. Biram Faye magnifie le travail remarquable de ces 10 000 ASP au niveau des structures étatiques et en cette période de pandémie également, ils se sont beaucoup distingués. Nous sommes dans la sécurisation des convois de vivres, la sécurisation des stocks de vivres et la distribution des vivres. Nous sommes dans la désinfection avec les services d'hygiène. Nous étions dans le respect du couvre-feu, dans le cadre de l'appui porté aux forces de défense et de sécurité. Nous sommes utilisés comme relais communautaire dans certaines localités. Nous sommes utilisés aussi comme guides dans certaines localités pour faciliter les échanges entre les autorités et les populations locales. Dans le cadre aussi du transfert des talibés, nous avons été très impliqués dans des zones comme Fatick, comme Kaffrine. Nous avons 45 unités départementales dans tous les départements du Sénégal. Ces assistants à la sécurité de proximité sont invités tout de même à continuer à montrer le bon exemple et à se mobiliser davantage auprès des citoyens. Aminato Goudiaby, Fatick RFM. Dans l'actualité sociale, les retraités des années 2018, 2019 et 2020 de Dakar, Bamako Ferroviaire assiègent la gare ferroviaire de Thiès et non le siège de la société comme annoncé dans les titres. C'est pour réclamer leurs indemnités de départ à la retraite. Ils ont élu domicile à la gare ferroviaire depuis 5 jours. Ces cheminots de Dakar Bamako Ferroviaire à la retraite interpellent le chef de l'État sur la situation. Reportage Charanta Diop. Nous les avons trouvés couchés sur des nattes, des matelas. Ces cheminots à la retraite venus de Thiès, Kidira, Tambacounda et Kel, ont élu domicile au niveau de la gare ferroviaire de Thiès depuis 5 jours. Ils entendent dénoncer les lenteurs liées au paiement de leur indemnité de départ à la retraite. Leur porte-parole, Amadou Djigidjagne. Depuis 5 jours à la gare de Thiès, parce que voilà pratiquement 2 ans, depuis août 2018, que les gens qui partent à la retraite ne perçoivent pas leur pécule de départ. Après multiples réunions avec des autorités, avec notre ministre de tutelle, nous avions signé un protocole qui normalement assurait l'appurement du dossier au moins dans un délai de 2 mois. Rien n'est fait jusqu'à présent de cela. Pratiquement ça tourne autour de 400 millions. Ces retraités de Dakar Bamako Ferroviaire, très en colère, affichent leur détermination en dépit des embûches qui se dressent en travers de leur chemin. Ils sont décidés à se faire entendre. Nous sommes des personnes très vulnérables par rapport au Covid-19. Le plus jeune parmi nous est âgé de plus de 60 ans. Tant que nous ne sommes pas satisfaits, nous resterons à la gare de Thiès. Depuis 5 jours, le train ne circule pas. Déjà, ces retraités de Dakar Bamako Ferroviaire comptent sur le soutien des cheminots en activité. Ils sont visiblement laissés pour compte, sans assistance. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Un mot d'éducation avec le baccalauréat technique, c'est le début des épreuves ce matin. L'économie était au menu, certains candidats se sont plaints. Ils n'ont pas terminé le programme et les sujets ont été tirés du dernier chapitre du cours. D'après eux, ils sont inquiets. Pour d'autres, les sujets étaient plutôt abordables. Salimata Awa fait un tour au lycée Mix Maurice de la Fosse. Voici son reportage.
Lycée mixte Maurice Delafosse, une atmosphère studieuse. Les rares élèves qui sont présents dehors révisent leurs cours en attendant leur tour ce mercredi. Aujourd'hui, ce sont les candidats au baccalauréat technique qui composent. Pour le président du jury, tout se passe bien. Aucun incident n'est noté. Monsieur Samba Sidibé, oui, je suis le président du jury 1387. Bon, ça se passe bien pour l'instant. On a 300 candidats, donc on a un absent. Donc le dispositif de santé est là. Bon. Donc pour l'instant, pas d'incident, alhamdoulilah. Les premiers candidats commencent à sortir. Ce jeune homme est dégoûté. Le sujet est tiré du dernier chapitre du programme. Ce n'était pas du tout abordable, selon lui. Je ne pense pas que j'ai terminé parce qu'on nous a donné la fin du programme. C'est pour cela. Ouais, il y a beaucoup d'élèves qui n'ont pas suivi cette leçon ou qui ne l'ont pas fait. Parce que j'ai demandé à d'autres élèves, ils m'ont dit qu'ils ne l'ont pas fait. Malik déclare avoir vu des candidats se coucher car ils ne savaient pas quoi faire. Il y a d'autres élèves qui n'ont rien fait, des élèves qui restent là-bas sans rien faire, qui sont couchés, mais bon. Jacques ne fait pas partie de ce lot. Cette leçon d'économie a été bien apprise. Ça va, ça a été abordable. On a su faire ce que nos profs nous ont dit, les enseignements qu'on a reçus et tout. Dans les épreuves, on ne nous a pas posé des questions dont on n'a pas appris. Pourtant, il y a certains qui disent qu'ils n'ont pas fini le programme. Ce n'est pas notre cas. Parce que malgré les contraintes qui ont été causées par le confinement, nos professeurs se sont donnés corps et âme pour terminer le programme. Les candidats en ont jusqu'à vendredi pour terminer les épreuves et espérer décrocher ce diplôme qui leur a valu une année d'études dans un contexte très particulier. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Venons-en maintenant à la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Les chiffres du jour montrent une nette baisse des contaminations entre hier et aujourd'hui, malgré un nombre de tests relativement élevé. Surtout, et c'est la très bonne nouvelle du jour, aucun décès n'a été enregistré ce dimanche parmi les malades de Covid-19. Le tableau complet avec le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1090 tests réalisés, 55 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,05%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 34 cas contacts suivis par nos services, 3 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 18 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les quartiers ou les communes que je m'en vais vous citer. La commune de Kédougou, 6 cas communautaires. Dakar Plateau, 3. Mariste, 2. Cité Kergorgui, 1. Guédiawaye, 1. Kermassar, 1. Ngor, 1. Nioro, 1. Patte-d'Oie, 1. Et Touba, 1. 51 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 36 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce dimanche 30 août 2020. L'état de santé des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 611 cas ont été déclarés positifs, dont 9 439 guéris, 284 décédés et donc 3 887 sous traitement. Ce lundi 31 août 2020 est célébrée la journée de la médecine traditionnelle africaine. Journée célébrée dans un contexte de pandémie de Covid-19. Justement, la question qu'on se pose est la suivante. Quel apport de la médecine traditionnelle dans la recherche de traitement? Réponse dans ce dossier ficelé par Awambay. La pharmacopée africaine n'est pas restée inactive dans la recherche de traitement contre le Covid-19. Alun Aou, ancien coordonnateur de la cellule de médecine traditionnelle au ministère de la Santé, estime que cette pharmacopée a 2 rôles essentiels, la prévention et le traitement. Donc il y a d'abord le rôle de mise à disposition des recettes des produits, donc de la pharmacopée, pour voir maintenant comment aujourd'hui peut-être la pharmacopée peut apporter sa contribution dans la prise en charge thérapeutique, ça c'est un. Et de 2 aussi au rôle de vulgarisation, au rôle donc de relais, donc d'agents communautaires. Parce que dans le document de politique de santé communautaire, qui est le cadre de référence des interventions communautaires dans notre pays, le praticien de la médecine traditionnelle a été identifié comme un acteur communautaire. Et comme le dit l'OMS, ils sont le premier recours dans la région africaine en première intention. Donc nous pensons que ce potentiel-là, s'il est
été bien mis à contribution dans le cadre de la vulgarisation des bonnes pratiques peuvent être un plus. Expert de l'Organisation mondiale de la santé sur les traitements à base de pharmacopée traditionnelle, le professeur Daouda Ndiaye pense que la médecine traditionnelle africaine trouve bien sa place dans la lutte contre le Covid-19, mais à condition de respecter les normes. Il y a éventuellement des essais que ces produits puissent être testés selon les directives requises en matière d'essais thérapeutiques, en matière d'essais cliniques sur des bases de la médecine moderne. Ce qui fait que la médecine moderne va accompagner la médecine traditionnelle pour permettre de valider éventuellement l'utilisation de ces pharmacopées, parce que pour la science, tout est écrit, mais tout est démontré. Le remède malgache, le Covid Organics, même s'il n'est pas approuvé par tout le monde, démontre quand même que la pharmacopée africaine peut se positionner dans la recherche de traitement. Et l'espoir est permis selon les praticiens de la médecine traditionnelle sénégalais. RFM. L'actualité internationale. À 12h21, bienvenue et bonjour, rebonjour à Georges Déthié Diop. Rebonjour Souleymane Niang. En Côte d'Ivoire, ce lundi, dernier délai pour le dépôt des candidatures à la présidentielle. Clôture à minuit. Le président Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Pascal Affi N'Guessan ont déjà déposé leur dossier à la commission électorale indépendante. Laurent Gbagbo et Guillaume Soro sont radiés des listes électorales et ont perdu leurs droits civiques, mais leurs candidatures sont attendues à ce jour. Leurs avocats et soutiens considèrent ces décisions injustes et politiques. La présidentielle ivoirienne est prévue le 31 octobre prochain. Toujours en Afrique, un nouveau massacre au Darfour fait plusieurs dizaines de morts. Plus de 60 morts et 60 autres blessés, en majorité issus de la communauté massalite selon l'ONU. Environ 500 hommes armés ont attaqué samedi la localité de Mastéri, à une cinquantaine de kilomètres de la capitale provinciale d'El Guénéma. La série d'attaques se déroule depuis la semaine dernière entre tribus nomades arabes et agriculteurs non arabes au sujet de l'occupation des terres. Au Soudan, toujours au moins 20 paysans tués au Darfour. Selon RFI qui cite un chef tribal, le massacre remonte au 24 juillet dernier. Ils ont été tués par des hommes armés alors qu'ils revenaient sur leur champ après plus de 15 ans d'absence. La tuerie a eu lieu dans le lieu dit d'Aboudos, à 90 km au sud de Niali, la capitale du Darfour Sud. Nous restons au Soudan où le gouvernement et des mouvements paraphent un accord de paix. Accord signé ce matin à Djouba, capitale du Soudan du Sud. Il doit en principe mettre fin à 17 ans de guerre. Les accords ont été paraphés en 2 temps. D'abord, les mouvements rebelles du Darfour, où la guerre a débuté en 2013, a fait dans les premières années au moins 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés selon l'ONU. Puis le mouvement rebelle de Kordofan Sud et du Nil, où la guerre a affecté 1 million de personnes. Hors du continent, le Liban a un nouveau Premier ministre. Le président Michel Aoun a nommé le diplomate Moustapha Adib. Il a été désigné après avoir obtenu le plus grand nombre de voix lors des consultations parlementaires. Moustapha Adib était jusque-là l'ambassadeur du Liban en Allemagne. Il succède à Hassan Diab qui avait démissionné le 10 août dernier après l'explosion qui a fait au moins 188 morts et dévasté des quartiers entiers de Beyrouth où le président français Emmanuel Macron est attendu ce soir. Merci Georges Déthié Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue tout à l'heure, on parlera du CNG de lutte sur le départ donc annoncé et volontaire du docteur Alioune Sarr de la tête du Comité national de gestion de lutte avec cette question: quelle réforme pour cette structure et pour la lutte en général? Rendez-vous donc tout à l'heure à Point de vue. RFM Sport. Rebonjour Malal Diagne Junior. Rebonjour Souleymane. D'abord l'annulation du combat Balla Gaye 2 contre Gris Bordeaux. Le promoteur Gaston Mbengue avertit les détracteurs de l'arène. Il crache du venin pour demander à ses détracteurs de se tenir tranquilles. La lutte doit servir à remettre l'économie sénégalaise, mais également les populations en selle après la crise du Covid-19. Toutefois, Gaston Mbengue demande à Gris Bordeaux, qui a fait une sortie, de lui ramener son argent avant 18h pour qu'il puisse se
tourner vers l'avenir. Gaston Beng s'est confié ce matin à RFM. Moi, je ne suis pas menacé. C'est lui qui se menace peut-être. Mais moi, je ne suis pas menacé. Et comme il l'a dit, je l'attends d'ici 18 heures pour qu'il me rende mes 18 heures. D'abord, il faut qu'il rende ça. Il faut qu'il respecte sa parole et qu'il vienne me rendre les 10 minutes. Il n'y a pas de négociation à faire dans ce truc-là. C'est lui qui s'est réveillé, qui est allé voir un journal. Et je m'étonne de ce journal. C'est seul ce journal-là, la sortie, il y a un truc dans ce journal-là. Je veux dire qu'il y a des détracteurs. Et les détracteurs sont parmi vous, de la presse. Si on veut aider le président Macky Sall, les patrons de presse n'ont qu'à le faire dans le média, dans le groupe, mais pas essayer de le leurrer pour dire que président, je vais organiser des combats pour détourner les journalistes dans les télés et tout ça. C'est pas comme ça. Moi, tout ce que je fais pour le président Macky Sall, c'est de la gratuité. J'attends rien en retour. On ne peut pas prendre son groupe, tout ce qu'on dit de mal dans ce régime-là, vient en premier lieu de ce groupe et vouloir aider le président Macky Sall moyennant. J'ai tout compris. C'est des détracteurs, mais moi, on ne peut rien faire contre moi. La lutte, là, c'est moi. La presse, c'est vous. La santé, c'est les docteurs. Mais la lutte, là, c'est moi, Gaston. Modestie à part. Et tout le monde le sait. Je n'ai jamais eu des problèmes pareils dans ce milieu. Je ne l'ai jamais eu. Il ne faut pas vouloir chercher de l'argent ou vouloir tromper le président Macky Sall pour essayer de se faire voir dans les arènes et tout ça. C'est pas bien. C'est pas bien. Il faut qu'on soit élégant dans la pour organiser tous les combats. Des plans jamais en pagaille. Football. Transfert, Edouard Mendy à Chelsea, l'entraîneur de l'US Gorée approuve. Sidat Sarr est par ailleurs entraîneur de gardien de but, lui-même ancien gardien de but. Il estime que c'est un très bon choix pour le portier de l'équipe nationale sénégalaise. Sidat Sarr, que nous écoutons. Aujourd'hui, je pense que le championnat anglais, c'est l'un des meilleurs championnats au monde. Parce qu'il fait partie des meilleurs du monde. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un challenge d'avoir un joueur à ce niveau. Parce que aussi, Edouard a montré ses qualités d'un bon gardien. Donc aujourd'hui, aller en Angleterre et jouer à Chelsea, je pense que ce serait une bonne opportunité d'abord pour le Sénégal qui a un gardien de but au moins dans un championnat de très haut niveau. Et puis sur Antoine aussi, ça peut lui permettre, Edouard du moins, ça peut lui permettre d'affronter les meilleurs joueurs au monde. Je pense que c'est une bonne destination pour Edouard. Nous allons finir avec la NBA pour faire le point sur les rencontres qui sont jouées hier soir avec Sodekam. Les champions en titre, les Toronto Raptors, ne sont jamais parvenus à faire douter les Celtics, qui empochent le premier point de la demi-finale en conférence Est. Boston de Taco Fall reste la seule équipe à avoir battu Toronto dans la bulle d'Orlando. La première fois, c'était le 7 août dernier, 122-100. Le match était sans enjeu. Mais cette fois-ci, leur victoire, 112-94, permet aux Celtics de prendre les devants en demi-finale de conférence Est. Et puis les Milwaukee Bucks redémarrent en dominant Orlando et remportent la série. Ils vont rencontrer en demi-finale le Miami Heat. Côté Ouest, les Los Angeles Lakers éliminent Portland Trail Blazers et se qualifient en demi-finale de conférence. Les Lakers vont retrouver le vainqueur de la série Houston-Oklahoma City Thunder, dans laquelle les Houston Rockets ont repris l'avantage sur les Thunder 3-2 grâce à une large victoire 114-80 avec 31 points pour James Harden. Et puis aussi favoris à l'Ouest, les Los Angeles Clippers ont battu hier Dallas Mavericks 111-97 et remportent leur série 4-2. En demi-finale de conférence, les Clippers vont rencontrer le vainqueur de la série entre Denver et Utah Jazz. Et pour cette série, Denver et Utah Jazz doivent passer par un match 7 décisif, puisque les deux franchises sont à égalité, 3 victoires partout. À rappeler aussi que seules 11 équipes dans l'histoire des playoffs ont déjà réussi l'exploit de remporter une série après avoir été menées 3-1. Et les Denver Nuggets veulent être la 12e équipe. Fin du 4e quart-temps Souleymane. Merci Malal Diagne Junior, bon appétit et excellent après-midi. C'est aujourd'hui qu'est prévue la signature de l'accord entre le MVNO Promobile et l'opérateur Orange, l'opérateur virtuel Promobile qui est la propriété de l'homme d'affaires Mbaki Oufaï. Cela nous permet de poser le débat sur la rentabilité et les avantages des MVNO. Des experts en télécommunications soulignent que l'arrivée des opérateurs n'aura pas beaucoup d'avantages pour les abonnés. Ils estiment que c'est l'opérateur hébergeant les MVNO qui contrôlent tout. Koumba Sandiane Faye. Le marché de la téléphonie mobile au Sénégal s'élargit. D'autres opérateurs s'activent dans le virtuel. Comment se passent les MVNO? Ndiagagui, président de l'association des utilisateurs des technologies de l'information et de la communication, nous fait comprendre. La caractéristique principale d'un opérateur virtuel est qu'il n'a pas
un réseau propre, donc il n'a pas une autonomie. D'une manière générale, ils achètent en gros des opérateurs existants et ils vont revendre au détail aux clients. Les MVNO ne constituent pas une nouveauté au Sénégal. Déjà en 2009, un opérateur avait introduit dans le marché Kiren, qui est MVNO, qu'on appelle une licence de marque. C'est clair, mais plus de clarté, c'est encore mieux. Alex Corentin est expert en télécommunications. Ce qu'il s'agit simplement pour l'opérateur de dédier une partie de ses activités de distribution à l'opérateur virtuel, tout en lui permettant d'avoir une certaine marge qui permet de gérer ses services. Pour un opérateur, bien sûr, l'intérêt, c'est de pouvoir augmenter sa part de marché en comptant sur le pouvoir de cet opérateur virtuel à pouvoir déterminer des services plus adaptés au client final. Mais sauf que pour Ndiagagui, il sera difficile pour la clientèle d'avoir une meilleure qualité de service et de bénéficier d'une baisse de tarifs. Donc ils achètent en gros des opérateurs existants pour revendre. Donc d'une manière très simple, on ne peut pas être le concurrent de son propre fournisseur. Donc ces MVNO permettront tout au plus à des Sénégalais de gagner de l'argent sur le marché des télécoms. Mais ils ne permettront pas de baisser les tarifs, ils ne permettront pas d'améliorer la qualité du service et ils ne permettront pas aussi l'accessibilité du réseau téléphonique. L'opérateur virtuel Sirius Telecom avec Promobile est officiellement entré sur le marché depuis le 31 janvier 2019. Sinon, d'autres structures ont voulu elles aussi se lancer dans le virtuel, comme YouMobile ou Origine SA. À présent, courons-nous l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde avec Barthélémy Ngom. À la date du 31 août, le virus Covid-19 a fait plus de 25 millions de cas et est responsable de la mort de 857 781 personnes à travers le monde. Aux États-Unis, le nombre de cas augmente. 35 806 nouvelles contaminations ont été recensées entre hier et aujourd'hui. Ce lundi, le pays compte plus de 6 millions de cas pour un total de décès de 187 225. La Covid-19 continue de frapper de plein fouet les États-Unis alors que ses alliés occidentaux semblent sortir doucement de l'épidémie. Au Brésil, le bilan continue aussi de s'alourdir. 566 morts en 24 heures, 120 828 au total sur plus de 3 millions de cas recensés. Le Mexique, troisième pays le plus endeuillé avec plus de 68 000 morts. Il dépasse l'Espagne, la France. La Covid gagne encore du terrain. Plus de 5 000 nouvelles contaminations. 283 356 au total. À ce jour, la France enregistre 30 606 morts. En Italie, c'est la Sardaigne qui est devenue le nouvel épicentre de la maladie à la date du 31 août. L'Italie enregistre 268 218 cas pour 35 477 décès. Le Royaume-Uni a franchi la barre des 40 000 décès sur plus de 300 000 cas recensés. L'Espagne, sur près de 5 000 cas, déplore plus de 30 000 décès. Au Pérou, la situation reste inquiétante. Près de 30 000 morts sur les 647 166 cas enregistrés. La Chine, elle, fait face à de nouvelles vagues de contamination. Ce lundi, le pays dénombre 85 051 cas et 4 634 morts. En Belgique, on note une légère hausse des cas, plus de 85 000 pour près de 10 000 décès. Au Japon également, le nombre de cas augmente, plus de 1000 morts sur les 67 264 cas enregistrés. En Allemagne, 243 103 cas ont été recensés. L'Allemagne regrette d'ailleurs la mort de 9 452 de ses patients. En Inde, le bilan inquiète les autorités. Plus de 64 000 décès sur les 3 624 613 cas enregistrés. Le Portugal, lui aussi, dépasse la barre des 1000 morts, 1820 au total sur les 57 768 cas recensés. La Russie fait état de plus de 17 000 morts. Le pays s'approche du million de cas. En Afrique aussi, le virus continue de se propager, même si dans certains pays, on note une baisse des nouvelles contaminations. L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, totalise 627 561 cas et déplore la mort de plus de 14 000 patients. L'Égypte a franchi la barre des 5 000 morts sur près de 100 000 cas enregistrés. L'Algérie aussi franchit la barre des 1000 morts sur plus de 44 000 cas. Au Sénégal, on note une légère baisse des nouveaux cas de contamination dans le point de ce lundi. 55 positifs sur les 1090 tests réalisés. À ce jour, 13 611 cas ont été recensés au Sénégal qui déplorent la mort
de 284 personnes. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 31 août 2020, lue et commentée par Georges Diop. Magal chez soi, c'est une recommandation d'un groupe de chercheurs qui a remis son rapport au Khalife général des Mourides et au comité d'organisation du Grand Magal. L'Observateur en parle à sa page 2. Les Échos en fait son principal sujet du jour. Enquête aussi l'évoque. Le groupe de chercheurs est composé du virologue Dr Cher Sorna, du Dr Chergué, géographe et spécialiste de la ville de Touba, Abdulaziz Mbake Madialis, entre autres. Selon eux, le Magal pourrait accentuer la propagation du coronavirus. Ainsi, à leur avis, inviter les fidèles mourides à célébrer le Magal chez eux, éviter les déplacements et rassemblements semble être la plus prudente et la moins porteuse de risques épidémiologiques. Le groupe de chercheurs souligne qu'historiquement, la célébration du Magal chez soi est tout à fait conforme à la tradition et à la doctrine mouride. Le travail fait, Dr Cher Sorna et compagnie, comme le rapporte l'Observateur, les Échos et Enquêtes, indique qu'il appartiendra aux autorités mourides et au comité d'organisation d'apprécier. En attendant, Source A constate que l'épidémie poursuit sa promenade meurtrière. Et pour cause, mon confrère souligne que le Sénégal a enregistré 5 décès en 48 heures, soit 284 morts, le nombre total, 36 cas graves en réanimation et 172 tests positifs. Libération, lui, préfère mettre l'accent sur le nombre de guérisons. 1055 en une semaine, ce qui fait que le Soleil parle d'une augmentation constante des guérisons. En politique, le troisième mandat continue de faire débat. Dans une interview accordée à Vox Populi, Moussatine, leader de l'ADP et proche de Khalifa Ababakar Sall, déclare que Macky Sall doit s'affranchir de son addiction à la petite politique et respecter son serment de ne pas se représenter une troisième fois. Pour lui, la question du troisième mandat bloque le pays et affaiblit le président de la République. Le mandat des élus locaux, quant à lui, est arrivé à terme depuis longtemps. Et dire que les élections locales pourraient ne pas se tenir avant le 28 mars prochain. En tous les cas, pour Sud Quotidien, l'on s'achemine vers un troisième report. La raison, selon mon confrère, à 7 mois de l'échéance, aucun acte allant dans le sens de sa préparation n'est pourtant pas posé par les autorités compétentes. Le dialogue politique est attendu sur le sujet. Il traite également de la question relative au statut du chef de l'opposition. Tribune et Vox Populi notent qu'il n'y a pas eu officiellement de position tranchée, mais dans les faits, en tenant compte des positions prises par les différentes parties prenantes, il ressort que le choix du chef de l'État, selon la grande majorité des partis de l'opposition, doit revenir au candidat arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Donc le patron de Réumi. Ainsi, Tribune affirme que la grande majorité choisit Idrissa Seck. Vox Populi renchérit qu'une majorité de l'opposition choisit Idi. Pendant ce temps, l'Observateur s'arrête sur la coopération entre la France et le Sénégal. Macky-Macron, une relation déséquilibrée selon le journal. En effet, selon l'Observateur, depuis son accession à la magistrature suprême en 2012, le président Sall est accusé d'être à la merci de la France et de ses chefs d'État, dont l'actuel président Macron. Dans sa livraison du jour, l'Obs dit avoir posé le débat entre géopolitologues et politologues pour percer le mystère de cette relation. Les rapports entre Macky et l'Union des magistrats sénégalais, le quotidien révèle que le président Sall ne va pas verser à l'UMS les 40 millions qu'il lui a loués chaque année pour lui permettre de dérouler ses activités. Et pour l'instant, aucune explication n'a été donnée pour justifier cette décision présidentielle. À la une de Enquête, menace d'expropriation des populations de Bargny, les Turcs installent la peur. Le journal indique que pour permettre aux Turcs de Tosiali d'installer leur usine sidérurgique dans la zone économique spéciale qui leur a été concédée à Bargny et à Sendou, l'État fait planer des menaces d'expulsion sur des populations de la zone. La municipalité s'en lave les mains. Selon Enquête, elle précise que ce n'est pas la mairie qui a donné ces terres aux Turcs, c'est l'État central. D'autres populations qui craignent de perdre leurs terres, ce sont 245 propriétaires au quartier d'Aro dans la commune de Kermassar. Selon l'AS, ils sont en passe d'être expulsés par le directeur général de Sénico, Abdoulaye Dia, sous le prétexte qu'il aurait acquis le terrain de l'ancien président Abdoulaye Wade. Mais les victimes se disent prêtes au sacrifice suprême pour ne pas perdre leur terrain. Un coup d'œil à présent dans l'info. Il est question des industries chimiques du Sénégal que le journal qualifie de modèle réussi de partenariat sud-sud. En effet, selon mon confrère, la reprise des ICS par le groupe Indorama est un succès remarquable au regard de la situation que vivait l'entreprise en 2014 avec une dette colossale qui lui avait valu une mise sous
Concordat. Les sports, Sadio Mané a dans la tête l'idée de rejoindre le FC Barcelone parce que peu valorisé à Liverpool selon Record, défavorisé au sein des stars de Liverpool aux yeux de Stade. Ainsi, il pourrait quitter Anfield et semble ouvert à un départ du côté de la Catalogne. Pour Record, Sadio est ouvert à un transfert au Barça. Selon Stade, il serait favorable à un challenge au Barça. Le monde de la lutte, pour terminer sous lampe, révèle que Tyson est désormais pressenti président du CNG. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h40, bienvenue à Point de vue avec cette question. Quelle réforme pour le CNG et la lutte sénégalaise, ceci à la lumière de l'annonce du départ prochain du docteur Alioune Sarr de la tête du comité national de gestion de la lutte et sous réserve de confirmation de ce départ. Et pour tenter de répondre à cette question centrale, nous sommes avec notre confrère Malik Thiandoum, chroniqueur sportif au groupe E-Media, spécialiste de la lutte. Bonjour Malik Thiandoum. Bonjour. Nous espérons être avec Mangade, ancien champion de lutte. Nous tentons d'entrer en contact avec lui. Mais en attendant, Malik Thiandoum, on annonce à la fin octobre, à la fin de son mandat en cours, le départ du docteur Alioune Sarr de la tête du comité national de gestion de la lutte après 26 ans à la tête donc de cette structure. Que ce soit confirmé ou pas, d'après vous, quelles sont les réformes à apporter à cette structure en particulier et plus généralement à la lutte sénégalaise? Merci pour cette question. D'abord, il faudrait, quel que soit ce qui arrivera à la fin du mandat du docteur Alioune Sarr, lui rendre un vibrant hommage pour tout ce qu'il a eu à faire pour la lutte sénégalaise. Parce qu'il ne faut pas du tout le jeter en pâture et oublier qu'il a beaucoup fait et beaucoup travaillé pour la lutte sénégalaise. Ça, c'était la première chose. Maintenant, il y a beaucoup de réformes, bien entendu, à entreprendre, quel que soit celui qui sera à la tête du CNG. La première chose à faire, c'est d'abord la réunification de la famille de la lutte qui, en ce moment, est à couteau tiré avec le CNG. Je veux parler des arbitres, de l'association des lutteurs en activité, de certains amateurs et de certains promoteurs. Il faudrait apaiser l'espace de la lutte. Ça, c'est la première chose à faire. En quoi faisant? Quelles sont vos propositions dans ce sens? Je pense que la première chose, c'est de privilégier la concertation, le dialogue. Donc, une fois que toutes les parties prenantes sont réunies, qu'on essaie de taire les divergences, je pense qu'on trouvera bien entendu une solution. Il faudrait privilégier le dialogue et la concertation. Ça, c'est la première. La deuxième chose, c'est que celui qui viendra également trouvera sur place quelque chose de concret. Parce qu'il y a eu les assises de la lutte, ne l'oublions pas, sous la houlette du ministère des Sports. La famille de la lutte s'était réunie et il y avait des conclusions, des commissions ont travaillé sur différents aspects, des conclusions ont été déposées, il faut juste les appliquer parce qu'il y a eu quand même un travail très sérieux à ce niveau-là. L'autre chose, il faut que les gens comprennent que la mission première du CNG, c'est de développer la lutte sous toutes ses formes. Mais aujourd'hui, au Sénégal, on a l'impression qu'il n'y a qu'une seule forme de lutte, c'est la lutte avec frappe, qui polarise les attentions, qui polarise également les tensions, qui polarise également beaucoup de convoitises. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que le CNG puisse faire convenablement sa mission, c'est-à-dire développer la lutte olympique, parce que le potentiel qu'il y a au Sénégal permet de penser que le Sénégal peut avoir une médaille olympique si bien entendu on développe cette forme de lutte. Il faudrait également développer la lutte gréco-romaine qui, dans un passé récent, nous a valu des satisfactions avec les doubles S, Moustapha Gueye, entre autres. Il faudrait également booster la lutte traditionnelle africaine, parce qu'au-delà du tournoi de Dakar, au-delà du tournoi de Niamey, il n'y a pas autre
choses à faire donc à ce niveau-là. Moi, je pense aussi qu'au niveau des équipes nationales, il faudrait créer une saine émulation pour que les lutteurs puissent intégrer justement cette équipe nationale-là. Mais les lutteurs traînent les pieds. Beaucoup hésitent à intégrer l'équipe nationale parce qu'il y a plus à perdre qu'à gagner. Donc, il faudrait qu'il y ait une motivation de ces internationaux de la lutte, comme l'international de football, qui est bien rémunéré, comme l'international de basket, etc. Mais l'international de lutte est laissé en rade, quelles que soient les performances qu'il fait, il n'a pas le retour de ces performances. Malick Thiandoum, vous n'évoquez pas la question de la Fédération sénégalaise de lutte, est-ce à dire que c'est une proposition qui ne rencontre pas votre adhésion? J'allais en venir parce que c'est le second point sur lequel je devais revenir. Parce que parce que quand on voit, moi j'ai eu à consulter un tout petit peu ce qui se fait au niveau de la Fédération internationale de lutte. Il y a 180 pays qui sont affiliés. Et sur les 180 pays, il n'y a que 2 pays qui n'ont pas de fédération, c'est le Sénégal et le Niger. Donc il y a les deux grands pays de lutte de l'Afrique de l'Ouest en tout cas. N'ont pas de fédération. Donc, ils n'ont que des structures d'exception. Et ce qui est exceptionnel, c'est que la structure d'exception a une durée de vie bien limitée, de 3 ans. Maintenant, on est à une structure d'exception qui a une durée de vie exceptionnellement exceptionnelle, 26 ans. Il faudrait que les gens remédient à cette chose-là, parce que dans la lettre de mission du ministre des Sports, il était question de transformer toutes les structures d'exception en fédération. Maintenant, pour la lutte, il faudrait peut-être penser à cela. Maintenant, il y a également d'autres choses à revoir, c'est-à-dire analyser les forces, les faiblesses et les inconvénients de la structure pour essayer de revoir cela. Donc, il y a plein de choses à revoir. C'est un vaste chantier. Et la réglementation aussi, les textes, il faut les revoir parce que les divergences qu'il y a dans le milieu de la lutte proviennent des textes, parce que c'est des textes taillés sur mesure, c'est des textes qui visent que la sanction pécuniaire. Alors, le lutteur n'aime pas qu'on touche à son argent. Il faudrait maintenant revoir tout cela. Il y a un vaste chantier et le profil maintenant du futur président du CNG doit être clairement défini. On avait dit que, on prête au ministre des Sports cette affirmation. Il ne souhaitait pas que ce soit un ancien lutteur. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus et un avis sur ce profil justement? Qui devrait être à la tête de cette fédération? Lutteur, non-lutteur, ancien lutteur? Quel est le profil parfait d'après vous? Tout à fait. Il faudrait quand même qu'il y ait un profil pour ce dirigeant-là. Il ne s'agit pas d'avoir été lutteur ou d'être tout simplement manager ou autre chose pour être président de CNG. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, parce que pour être président d'une structure, il faut avoir quand même un leadership. Il faut avoir un niveau intellectuel qui puisse vous permettre de concevoir et d'élaborer justement une politique sportive bien déterminée. Et je ne pense pas que dans ce milieu de la lutte, qu'il y ait quelqu'un qui ait ce niveau-là en ce moment. Regardez ce qui entoure Alioune Sarr depuis qu'il est à la tête du CNG. C'est des docteurs, c'est des professeurs, c'est des bac+6, etc. Donc, il faudrait qu'il y ait une élite intellectuelle, un leadership bien défini pour que nous ayons un dirigeant capable de mener à bien la lutte sénégalaise. Il ne s'agit pas d'avoir été lutteur pour être un bon dirigeant, sinon on pourrait propulser tout de suite El Hadji Diouf, président de la Fédération sénégalaise de football. Merci infiniment Malick Thiandoum pour ces points de vue sur la question du jour à point de vue. Nous accueillons maintenant Abdoulaye Dembélé du journal Sunu Lamb. C'est également notre confrère. Abdoulaye Dembélé, bonjour. Bonjour la RFM. Oui, il nous reste malheureusement 2 minutes et je voudrais vous les consacrer pour que vous nous disiez un peu ce que vous pensez des réformes qu'il faudrait enclencher, que le docteur Alioune Sarr parte à la fin de son mandat fin octobre ou qu'il reste pour un nouveau mandat à la tête du CNG. Qu'est-ce que vous pensez qu'on devrait changer dans ces structures et plus globalement dans le monde de la lutte sénégalaise? Bon, moi je me réjouis en tant qu'acteur de la lutte
que la question du départ de Alioune Sarr continue de polariser toutes les attentions. Ça veut dire que la lutte garde également jusqu'à présent sa place, la place qu'elle a toujours gardée dans le pays. Maintenant, par rapport à cette nouvelle structure qu'on envisage d'installer, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Vous êtes sans savoir que Alioune Sarr et son équipe sont là depuis mars 1994. En un certain moment, ça a trop tiré en longueur. Il faudrait peut-être revoir les règlements, il faudrait peut-être qu'on revoie la façon de faire parce que depuis quelque temps, nous, on tend nos micros à des acteurs de la lutte. Les messages sont presque les mêmes. Oui, mais le docteur Alioune Sarr se prévaut quand même de la confiance de ses mandants. Donc, si les gens continuent à voter pour lui, évidemment, s'il n'y a pas une clause de limitation des mandats, il est en droit de continuer de poursuivre sa mission. Bien sûr, ça dépend. Est-ce que c'est ce que vous préconisez, qu'on limite les mandats donc? Moi, je préconise qu'on limite les mandats, que ça ne dépasse pas 2 mandats. Parce qu'à chaque fois qu'on aura une nouvelle équipe, elle viendra avec de nouvelles idées, de nouvelles propositions et de nouvelles choses pour la bonne marche de la lutte. Moi, je pense que quand quelqu'un règne jusqu'à plus de 10 ans, après, il penserait que peut-être la chose lui appartient, c'est un bien personnel. C'est ce qui fait que parfois, tu vas gérer comme si tu es avec tes enfants, etc. etc. Pour moi, la lutte, c'est un cadre général. Il faudrait qu'on limite les mandats, qu'on change parfois, par moment, les personnes qui dirigent la lutte pour que tout le temps qu'il y ait un renouvellement des instances, un renouvellement des idées et pour que la lutte évolue. Parce que la lutte, vous savez qu'elle évolue chaque année. Chaque année, il faut l'adapter à un nouveau contexte. Donc, je pense qu'on est à ce niveau-là. Très bien. On n'a malheureusement pas plus de temps pour continuer la discussion et vous évoquez le contexte. On n'aura malheureusement pas le temps non plus de parler du contexte de l'épidémie de Covid-19 et de son impact sur la vie de ce secteur sportif, la lutte sénégalaise. Dembélé de Sunulambe, merci à vous également. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. À 12h51, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous la présenter, les équipes techniques et rédactionnelles à Dakar et dans les régions. À la rédaction en chef El Hadj Ndiogoudienne, mise en onde assurée par Abdoulaye Diop, Yassine Pouy à la digitalisation et à la régie d'antenne Papomar Diaw. À 13h, retrouvez Pape Ngagne Ndiaye pour le journal en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence. Je vous souhaite une